Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode découverte, car on va voir une île anglaise qui se situe dans l'océan Atlantique Sud, île portant le nom d'île inaccessible. Cette île fait partie de l'archipel Tristan da Cunha, qui est un ancien volcan éteint et qui a pour point culminant Soilesfell à 561 mètres d'altitude. D'une superficie de 2,65 km², cette île fut nommée île inaccessible de par la complexité et la dangerosité de l'accoster. Cette île, proche de l'île Tristan da Cunha, donc île qui a donné le nom à l'archipel, vous l'aurez deviné, en fait c'est un archipel qui est composé de 6 îles avec une qui est rattachée administrativement comme Borneo pour Svalbard. L'île regorge de vie. Concernant la flore, l'île compte une bonne soixantaine d'espèces de plantes indigènes, dont 20 types de plantes à fleurs et 17 espèces de fougères. Niveau faune, l'île ne va pas posséder de mammifères terrestres, mais beaucoup d'oiseaux, d'ailleurs l'une des colonies les plus importantes au monde, et ça va être des oiseaux qui vont passer la majorité de leur vie à la mer et qui vont revenir pour se reproduire et pour nicher. Pour citer quelques exemples, il y a les puffins à lunettes, le puffin majeur ou encore les pétrels de Schlegel. Comme oiseaux plus imposants, il y a des espèces d'albatros comme l'albatros à nez jaune et l'albatros brun, et comme oiseaux aquatiques, il y a l'exemple du gorfou de Moseley. Des espèces endémiques, il y en a comme le rat d'Atlantis, la gallinule de Goug, la roweti de Goug et le nésospiz de Tristan da Cunha. Pour rappel, un animal endémique est un animal qui est propre au milieu et que l'on ne va pas trouver du coup ailleurs. On va faire un petit point sur le rat d'Atlantis. Donc c'est le plus petit oiseau aptère du monde et il est endémique à cette île. Et les chercheurs ont réussi à faire le lien entre le rat d'Atlantis et la marouette maillée. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi le rat d'Atlantis ne peut pas voler? Non, tout simplement parce qu'il n'a pas de prédateur. Donc, comme un jour un proverbe l'a dit, pas de droite, pas de chocolat, là c'est un peu pas de prédateur, pas de vol. Donc du coup c'est utile d'utiliser tant d'efforts. Je vais faire une petite parenthèse, un petit lien on va dire. Alors il n'y a pas de mammifères terrestres sur l'île inaccessible, cependant l'île Goug, qui est très intimement liée administrativement et même biologiquement avec l'île inaccessible, l'île Goug pour le coup il y a une introduction de souris grises et du coup donc il y a une espèce de mammifère terrestre. Cependant, au niveau des mammifères marins, pour le coup nous sommes servis. Lieu de reproduction des otaries à fourrure subantarctique, nous pouvons également y voir des éléphants de mer du Sud, des dauphins obscurs, des tasmacettes de Shepherd ou encore des baleines franches australes. L'île inaccessible fut découverte pendant l'expédition Tenach-Glace, donc expédition menée par la compagnie néerlandaise des Indes orientales sous le commandement de Jan Jacobsen. En 1767, le navire français l'Étoile du Matin, donc commandé par le capitaine Etcheverry, passe à proximité sans toutefois y débarquer, considérant l'île comme inaccessible. Jacques Thomas Werner, qui est auteur d'un ouvrage sur les découvertes maritimes, pour le coup qui est paru en 1811, se réfère justement à l'un des témoignages d'une expédition et décrit ceci. Ce n'est qu'un rocher couvert en plusieurs endroits d'un très bon terreau et dont les flancs sont revêtus de joncs et d'arbrisseaux nains. Si les navires peuvent y faire une ample provision d'huile et de peaux d'animaux de mer durant les mois de décembre et de janvier, ils ont en revanche à courir les plus grands dangers dans les parages. L'île principale ainsi que l'archipel, tous deux portent le nom d'un explorateur portugais, Tristão da Cunha, qui fut ensuite anglicisé en Tristan da Cunha, île par ailleurs auquel il n'a pas accosté. L'île inaccessible et les îles Nightingale sont découvertes qu'en 1652 par un navigateur hollandais. L'île fut nommée, comme dit précédemment, à cause de la dangerosité d'y accoster. L'île Goug, la terre la plus éloignée du territoire, est découverte la même année que l'archipel, en 1506, mais par un autre navigateur, portugais cette fois-ci, Gonçalo Alvarez. Le premier sondage de l'archipel est fait par la frégate française L'Heure du Berger en 1767.
Des relevés sont pris et un sondage de la côte est fait. La présence d'eau à la grande chute d'eau de Big Watron et dans un lac sur la côte nord sont notés et les résultats du sondage sont publiés par un hydrographe de la Royal Navy en 1781. À l'île inaccessible, deux frères prusses, donc Gustav et Friedrich Stolteneuf, tentèrent en octobre 1871 de créer un site de production d'huile de phoque, produit recherché à l'époque avec l'huile de baleine que nous avons également évoqué dans l'épisode sur Björnøya, dont, pour des raisons similaires, composition de produits cosmétiques et de combustible pour les lampes par exemple. Pour des raisons qui ne furent pas évoquées, alors les deux entrepreneurs n'arrivèrent pas à mener à bien leur objectif de réussir, et c'est 2 ans après qu'ils furent rapatriés donc par un navire anglais, le HMS Challenger. Ils partirent mais laissèrent une trace d'eux à jamais, car le nom d'une île porte leur nom, l'île Stolteneuf. Pendant la guerre de 1812, les îles sont utilisées comme base par des croiseurs américains poursuivant des navires marchands britanniques. Ceci et d'autres considérations exhortées par Lord Charles Henry Somerset, alors gouverneur de la colonie du Cap en Afrique du Sud, conduisent le gouvernement britannique à annexer les îles en tant que dépendance de la colonie du Cap. La proclamation formelle d'annexion est donc faite le 14 août 1816, en partie aussi pour garantir que les Français ne puissent utiliser les îles comme base pour une opération de sauvetage afin de libérer Napoléon Bonaparte de sa prison de Sainte-Hélène. L'expédition Shackleton-Rowett, donc est une expédition d'exploration britannique menée par Ernest Shackleton donc dans l'Antarctique pendant les années 1921 et 1922, on fit un passage bref sur l'île inaccessible. À bord de cette expédition, donc, il y avait le naturaliste Hubert Wilkins qui fit la description d'un oiseau qu'il nomma le Nésospiz de Wilkins. Actuellement, donc, c'est en raison de sa protection que l'île est inhabitée. Mis à part posséder un Pizza Hut et un KFC d'après Google Maps, cette île, au fil des années, devint peu à peu une réserve biologique. En 1995, l'île Goug et l'île inaccessible sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO en raison du grand nombre d'oiseaux marins nicheurs qui s'y trouvent, donc certains endémiques. En plus, de nombreux cétacés sont référencés, tels que des orques ou encore des cachalots. Cette réserve fait partie en outre de l'aire protégée plus large du Tristan da Cunha Cetacean Sanctuary. C'est en 2001 que le Tristan da Cunha Cetacean Sanctuary est créé, incluant donc les îles Tristan, Inaccessible, Nightingale et Goug. Et niveau culture, donc, pour le coup on ne peut pas dire qu'elle soit très présente. Mis à part un passage en littérature via Edgar Allan Poe, qui évoque l'île dans son roman Les aventures d'Arthur Gordon Pym, les références ne fusent pas spécialement. Sinon, on peut en trouver sur des sites d'amateurs ou de professionnels qui en parlent. L'île Goug, quant à elle, est un peu plus intime avec la société, car une station de radio sud-africaine y est implantée. Donc voilà, alors j'espère que cet épisode sur l'île inaccessible vous aura plu, et je vous dis à la prochaine.